À quelques jours de l'examen du BFM, l'inspection d'académie de Ziguinchor et les différents présidents des jurys se sont retrouvés ce vendredi 15 juillet, comme de coutume, pour un rappel des normes et règles participant au bon déroulement des épreuves. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre de coordination pour la préparation de l'examen du BFM. Et en ce sens, tous les présidents du jury sont convoqués et nous discutons d'abord dans le cadre général du rôle du président du jury, des conditions d'admission, du calcul de certains outils, par exemple des statistiques, pour qu'on ait une harmonie. Parce que très souvent, on se rend compte que les calculs ne sont pas identiques d'un jury à l'autre. Donc nous allons partager par rapport à ces calculs sur le taux de réussite des garçons, des filles, le taux d'échec, etc. Ayant conscience du chevauchement des examens du BFM et du baccalauréat, le secrétaire général de l'inspection d'académie rassure et renseigne que tout le dispositif est en place pour une bonne organisation de l'examen. Concernant le chevauchement avec le baccalauréat, les dispositions sont déjà prises parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce chevauchement. En général, s'il y a chevauchement, ça coïncide toujours avec le second tour du baccalauréat. Et à ce moment bien précis, les centres qui abritent et les jurys BAC et les jurys du BFM ne posent pas de problème parce que le nombre de candidats au baccalauréat diminue. Ce qui fait que nous avons donc des salles libres qui peuvent abriter les jurys du BFM. Donc à ce niveau, il n'y a aucun problème. Tout est déjà mis en place. Donc on attend que lundi. Le BFM cette année compte 13 215 candidats pour l'Académie de Ziguinchor avec 102 centres qui abriteront 113 jurys. Néanmoins, le phénomène de l'état civil qui perdure n'a pas laissé indifférente l'inspection d'académie. Le secrétaire général de l'IA invite les présidents des jurys à être plus indulgents en attendant une issue meilleure. Nous avons monté dans le cadre de nos activités ce que nous avons appelé au mois de janvier le PAPA, le programme d'appui à la promotion de l'artisanat, qui consiste en un certain nombre de formations professionnelles ou de perfectionnement professionnel, qui consiste aussi en l'organisation de foires, qui consiste aussi en la participation des artisans de la région de Ziguinchor à des foires nationales et internationales. Les foires nationales, nous avons eu à participer, à co-organiser la foire des produits agricoles de la Casamance à Dakar. Nous avons eu à participer à la FIDAC. Et en termes de foire internationale, nous avons envoyé en fin d'année 2015 des artisans à la foire de Marseille. Et en 2016, nous avons participé au Salon international de l'agriculture de Paris. En ce moment, nous préparons l'envoi de 2 artisans en Italie, à Mantoue, pour le cadre de la foire à partir du 28 juillet. Dans le cadre du PAPA aussi, nous avons un certain nombre de filières que nous avons ciblées pour perfectionner les gens. Nous allons commencer par les mécaniciens dans le cadre de la maîtrise et de la connaissance des balises diagnostiques. Nous allons organiser incessamment, avec l'appui, et je le dis pour les remercier, de l'entente interdépartementale des conseils départementaux de la région de Ziguinchor, une formation en design des bijoutiers. Nous allons aussi créer une formation en haute couture pour les couturiers de Ziguinchor. Donc comme vous le voyez, dans le cadre de la réalisation du PAPA, un certain nombre d'activités restent à faire, même si le président est parti, que nous allons nous engager à réaliser avec l'appui de tous les artisans encore une fois. À Ziguinchor, les marchands deviennent très nombreux à s'installer dans les quartiers. Ces marchands y développent leurs activités lucratives, surtout pendant la saison sèche. Mais pendant l'hivernage, ces derniers rencontrent d'énormes difficultés pour mener à bien leurs activités. On a un hivernage, c'est ici qu'on a. Donc on est obligé de faire. Quand il pleut, on arrête. Dès que la pluie s'arrête, on continue à vendre. C'est comme ça qu'on jongle toute une journée, c'est comme ça qu'on fait. Nous rencontrons beaucoup de problèmes en cette période d'hivernage, surtout dans ce milieu où nous sommes. Même les clients, tu ne les vois pas. Pendant l'hivernage, ça sera difficile avec nous par rapport avec la pluie. Quand la pluie tombe, on se précipite pour ranger les bagages. Ces marchands déplorent le manque de moyens pour justifier leur présence dans les quartiers, loin des cantines. Le marché n'est pas si plein, mais les cantines là sont chères. On ne peut pas payer les cantines. Là, on paye. On paye quoi, la fin du mois, 5 000 francs. On est dans une agence là, immobilière. C'est là-bas qu'on paye quoi, chaque fin du mois. On va aller au marché, mais c'est difficile.
d'avoir des cantines là-bas. C'est pour cela qu'on préférait ici pour travailler. Les marchands lancent un cri de cœur aux autorités municipales pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations, en termes surtout d'accès aux différents marchés de la commune. En cette soirée du 14 juillet, ils étaient sortis, boire un verre, danser ou regarder le feu d'artifice et ils ont vu l'horreur dans les rues de Nice. Abasourdis, ils témoignent. Qu'est-ce qui s'est passé? Un camion est arrivé, il a foncé pour tout le monde. Sur tout le monde. Pas de sécurité. Les pompiers, ils ont mis 25 minutes de lumière à arriver. Mais c'est un camion qui a foncé. Qui a foncé dans la rue. On a fait ça. Le camion est arrivé. Ici, ça s'est passé. Il est 23 heures passées, le feu d'artifice vient de s'achever. Un camion surgit sur la promenade des Anglais. Mouvement de foule, écrasé par tout le monde qui courait, la panique, on se retourne devant, derrière, on ne comprend pas ce qui se passe. Tout le monde qui crie, qui pleure. Autre témoin de la scène, l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi. Un camion avec un conducteur qui de toute évidence a conduit une action totalement structurée et préméditée, et donc qui nous permet peut-être d'en tirer quelques conséquences. Il semblerait qu'il ait fait usage d'une arme par la fenêtre. C'est dans ces circonstances-là qu'il a été abattu. L'horreur, un mot qui revient sans cesse pour qualifier l'attentat de Nice. Cette fois, c'est une ville de province qui a assisté à un véritable carnage. Des enfants, des familles, des amis, des couples, des touristes venaient d'assister au feu d'artifice quand le camion leur a foncé dessus. Ce Britannique a été légèrement blessé. On a vu un camion descendre la rue, dit-il. Il roulait à environ 50-65 km/h. On ne savait pas trop quoi faire, donc on s'est retourné comme tout le monde. Le camion est arrivé tout près de nous. Donc j'ai décidé de sauter par-dessus un mur. J'ai atterri sur le bitume qui était un peu plus loin que ce que j'avais anticipé. Je me suis fait mal au poignet, mais j'ai eu beaucoup de chance. Des rescapés et des blessés ont trouvé refuge dans le hall du Negresco, l'hôtel de luxe de la promenade des Anglais, transformé hier soir en hôpital. Notre journaliste Fidel Pavlenko s'est rendu sur place. L'hôtel Negresco derrière moi a été témoin hier soir d'une scène d'horreur indescriptible, dit-il. Le site est toujours bouclé par la police qui recueille des indices sur la scène du crime. Cette attaque qui a fait plus de 80 morts a probablement marqué cet endroit à jamais. Au moins 4 policiers ont été tués dans un commissariat à Nairobi au Kenya. C'est un homme suspecté d'être un militant de Al-Shabaab somalien, arrêté peu avant et conduit au dit commissariat, qui s'est emparé de l'arme de l'un des policiers puis a ouvert le feu. Les forces spéciales ont été appelées à la rescousse et ont tué le suspect dans le raid qui s'en est suivi. Peu avant, un autre terroriste supposé avait été tué lors d'une opération de sécurité dans une caserne de police. Ces dernières années, les Shabab s'en prennent régulièrement au Kenya. Le groupe terroriste dit mener des représailles contre le Kenya, impliqué dans les forces africaines qui combattent les militants d'Al-Shabaab en Somalie. Bonjour chers internautes et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 15 juillet 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Exclusion du pouvoir exécutif du Conseil supérieur à la magistrature, l'UMS clone les ACR ». Mauritanie, pour avoir lancé sa chaussure sur un ministre, un journaliste écope de 3 ans de prison ferme. Rencontre d'imprégnation sur le Hadj, Marega Voyage forme ses pèlerins. Engagement des socialistes aux côtés de Benno Bokk Yakaar pour les législatives 2017, le PS n'a officiellement pas pris de position. À la une du Populaire, France, un camion fou fonce sur la foule, la fête du 14 juillet vire au carnage. Au moins 80 morts à Nice dans une attaque terroriste. Démarche à suivre en vue des législatives de 2017, la direction du PS refile la patate chaude à la base. Lutte contre la mendicité en milieu urbain, l'État ne veut plus de mendiants à Dakar. Le ministre de l'Intérieur annonce qu'au-delà des enfants de la rue, même les adultes mendiants sont indésirables dans les rues de Dakar. Abdoulaye Daouda Diallo justifie la mesure par des questions de sécurité nationale. Violation du décret sur les droits des consommateurs, la RTP inflige une amende record de 13,9 milliards à la Sonatel. Lutte choc du 24 juillet, face à l'acte 2, Yekini n'exclut pas le chaos.
Pour Stade, le quotidien du sport qui affiche à sa une, sans détour avec le président de la Ligue sénégalaise de football de pro, Sayer Seck dit tout. Viabilité de la Ligue Pro, fronde de Djamil Faye, nouvelle candidature, conflit d'intérêts, soutien de l'État. Basile Boli, coordonnateur sportif de l'OM, aucun blocage dans le dossier Gana Gueye. Attaquant nigérien du Guédiawaye Football Club, Ogochoukou pense à l'équipe du Sénégal. Basket, préparation des Lions pour les Jeux Olympiques, Ndeysen, Ramata Daou et Kouna Ndaou écartés. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sunulamb qui titre à sa une Yekini sur son combat du 24 juillet. Je ne veux pas perdre parce que Lac 2 n'est pas mon seul adversaire. Lac est un bon bagarreur. Je vais tripler la mobilisation. Impensable que ce duel ne soit pas au top. Je me charge de 95% de mon mystique. 17e édition drapeau du chef de l'État qui, pour détrôner, fatigue. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.